Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 des Mères indignes et indignées. Je suis Pauline Devos, la créatrice de ce podcast qui donne la parole à celles qui veulent dire leur vérité sans avoir peur d'être jugées. Dans ma quête de transmission et de partage, je pars à la rencontre de femmes inspirantes. Et aujourd'hui, nous commençons avec un portrait, celui d'Élodie, qu'on appelle aussi Didi, et qui est la créatrice de Coiffure Sacrée, un salon de coiffure fleuri et cosy, niché dans le 20e arrondissement de Paris. Elle y reçoit individuellement ses clientes et clients et y exerce en même temps ses talents de médium. Ce qui m'a d'autant plus interpellée dans son parcours, c'est que c'est son accouchement qui a déclenché sa prise de conscience de ses dons et qu'elle a décidé, à partir de cette naissance très spéciale, d'assumer et d'associer ces deux parties d'elle-même, la coiffure et la médiumnité. Quand j'arrive dans son atelier, elle est assez anxieuse car ce qu'elle va raconter sort de l'ordinaire et tous ses proches ne sont pas encore au courant de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle est devenue à la suite de la naissance de sa fille Anna. Parmi tous ces concepts hors du commun, il y en a un que Didi va nous faire découvrir à travers cet épisode, c'est celui de la fragmentation durant l'accouchement. Un portrait extraordinaire. Alors déjà, merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis super contente Merci à toi. que tu m'accueilles dans ton atelier trop mignon. Toujours aussi mignon. Tu vois, j'avais un souvenir un peu féerique finalement, un peu comme toi. Une petite fée dans un atelier de fée. C'est mon cocon de magie. Et donc, je suis vraiment ravie que tu m'accueilles aujourd'hui pour pouvoir évoquer des sujets assez incroyables. Oui. Moi, je t'ai rencontrée, Didi, à l'occasion de tout simplement un projet coiffure. Je voulais me couper les cheveux et me faire une teinture. Et j'ai découvert, parce que je ne le savais pas, et je pense que la personne qui m'a envoyé ne le savait pas non plus. Ouais, à ce moment-là, c'est possible. J'ai découvert que tu avais des talents magiques. Donc je ne sais pas comment on dit, mais... J'aime bien. Et donc effectivement, tu as commencé à me couper les cheveux. Et en même temps, il y a deux choses qui m'ont stupéfaite, en dehors de la coiffure qui était superbe. C'était effectivement des choses que tu as vues me concernant, qui étaient tout à fait vraies. Et aussi, on est parti dans une grande conversation sur nos vies de mère. Oui. Et tu m'as raconté ton accouchement et ta transformation suite à ton accouchement et pendant ton accouchement qui fait de toi aujourd'hui une médium. Je pense que c'est comme ça qu'on peut dire. On peut dire ça comme ça. En plus de ton métier de coiffeuse. Et je te remercie d'accepter de partager... ça, parce que c'est à la fois assez intime, cette histoire d'accouchement, et puis aussi, c'est des choses assez incroyables que ta vie de coiffeuse médium, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. C'est sûr. Donc moi, déjà, ce que je voudrais savoir, Didi, c'est une question toute bête, en fait, depuis combien de temps tu as ce don, ce talent, comment on peut dire au niveau du vocabulaire? Moi, j'ai toujours j'ai toujours un peu de mal à dire que c'est un don ou que c'est... Voilà, parce que pour moi, en fait, on a un peu tout ça en nous. Mais certaines personnes l'ont juste simplement plus ouvert que d'autres. Mais moi, j'appelle ça des petites antennes ou des petits canaux que j'ai. Et en fait, pour moi, voilà, c'est des petites antennes, des canaux qu'on a tous, mais chez certaines personnes, ils sont plus ou moins ouverts. Et en fait, moi, j'ai ça depuis que je suis toute petite. Malgré tout, j'en ai jamais trop parlé. Et à l'âge de 10 ans, je jouais au ballon avec mon frère dans mon jardin. Et d'un seul coup, j'ai un énorme flash. Un truc qui m'a paralysée, en fait. Et j'ai vu comme un film qui se déroulait devant moi. Et une sorte de film avec une sorte d'attaque, un truc hyper compliqué. Et j'ai entendu qu'il allait m'arriver quelque chose à l'âge de 25 ans. Donc j'ai été paralysée, tétanisée, je me suis dit mon Dieu, je vais mourir à l'âge de 25 ans. Donc j'ai couru dans ma maison voir ma mère en lui disant maman, il va m'arriver quelque chose à l'âge de 25 ans, c'est terrible. Et ma mère me dit, ma mère a aussi ces perceptions-là, un peu moins, elle les a moins développées on va dire, mais elle les a beaucoup elle dans ses rêves, elle a beaucoup de perceptions et d'intuition.
Et ma mère me dit, non Élodie, calme-toi, tu ne vas pas mourir à l'âge de 25 ans, tu vas te marier. Et du coup, en fait, j'ai essayé de... Je me suis dit, bon, il faut que je la croie parce que sinon je vais m'arrêter de vivre. Et donc après, j'en ai plus jamais reparlé. Mais ta mère, du coup, tu as pu partager avec elle Oui, depuis toujours? Oui, en fait, je lui ai dit quelques fois quand j'étais petite et je sentais qu'elle savait. Ah oui. En fait, quand elle me disait oui, oui, mais moi aussi j'ai ce genre de choses. Moi aussi, c'est beaucoup dans mes rêves. Mais voilà. Mais bon, on n'en parlait pas plus que ça. D'accord, mais donc c'était pas un tabou pour toi? Non, c'était pas un tabou, mais malgré tout, j'étais quand même très enfermée là-dedans parce que moi, je comprenais pas du tout ce que je vivais. Pas, ouais. Et en fait, pendant la moitié de ma vie, je me suis quand même crue folle en mode... Ah oui, d'accord. Ouais. Je me suis dit, il y a un problème chez moi, qu'il y a un truc qui cloche. C'est pas normal que je perçoive tout ça et que les autres ne le voient pas. Donc c'est quelque chose que tu rejetais, quoi, finalement. Ah ouais, carrément. Et que je comprenais pas du tout. Donc, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur? Ah oui, vachement. Ah oui, ça m'a fait peur à l'adolescence, en fait, quand je suis rentrée au collège. Parce que je voyais, comme j'avais peur, j'attirais aussi des choses un peu plus... des visions un peu plus sombres. Et je voyais des choses qui allaient se passer pour les gens ou qui se passaient autour de moi et ça me créait des angoisses terribles. Bah oui, bien sûr. Et je me disais, bon, c'est pas normal, il y a vraiment... longtemps, je me suis dit, je dois être complètement folle, quoi. Voilà. Et donc, toute la période de mon adolescence, j'écrivais tous les jours. Et donc, ma main écrivait toute seule, en fait. Je faisais de l'écriture automatique. J'avais l'impression que c'était un journal intime, mais en fait, ma main écrivait toute seule. Et là, par exemple... mon mari, j'ai su que j'allais le rencontrer 15 jours avant. Donc, parce que ta main l'a écrite. Parce que ma main l'a écrite. Donc j'avais 17 ans et j'étais en cours, j'écoutais pas trop. Et du coup, j'écrivais. Donc voilà, très bientôt, tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Ça sera dans un périmètre proche de chez tes parents, avec des trucs hyper précis. Et du coup, j'ai rencontré l'amour de ma vie là. Et quand je l'ai vu, je l'ai su. Ça a été... tu vois, une évidence. Une évidence, le coup de foudre. Un truc, voilà, j'ai su que c'était lui, et comme mon métier. Tu vois, mon métier, j'ai eu le truc où on m'a dit, en fait, c'est ce métier que tu feras toute ta vie. À ce moment-là, mon mari, ça a été pareil. Ça a été une évidence. J'ai dit, en fait, je sais que c'est lui l'amour de ma vie, avec qui je serai toute ma vie. Moi, je trouve ça génial, parce que c'est quand même hyper confortable d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. De pas, finalement, tu ne doutes pas, en tout cas sur ces sujets-là, tu ne doutes pas du tout. Ouais. Eh oui. Oui, exactement. En tout cas, c'est vrai, c'est tellement aidant. Et oui, c'est... Ouais. Donc l'année de mes 25 ans, je vais chez une thérapeute en disant, voilà, en fait, je suis terrorisée, j'ai 25 ans cette année, et quand j'avais 10 ans, j'ai vu des images, et je crois que je vais mourir cette année, en fait. Et la thérapeute me dit, ok, je vous propose quelque chose, on va faire une séance de sophroanalyse des mémoires prénatales et de l'enfance, et c'est une sorte d'état de relaxation profonde un peu en sophrologie, et on va aller voir qu'est-ce que c'est. Je revois les images que j'ai vues à l'âge de 10 ans. Et je vois en fait toute une vie donc c'était pas moi, c'est une vie d'avant, une vie antérieure. À cette époque-là, je savais pas du tout ce que c'était une vie antérieure. Pour moi, c'était un truc hindouiste. Vraiment, je connaissais rien du tout à ça. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, je suis morte à l'âge de 25 ans dans une autre vie. Et que c'est pour ça que j'ai eu cette réminiscence un petit peu quand j'avais 10 ans. Et effectivement, je ne suis pas du tout morte à l'âge de 25 ans et je me suis bien mariée. Et tu t'es mariée à l'âge de 25 ans. Ma maman avait raison. Et quelques années plus tard, un jour, j'avais mal au dos, je vais chez un magnétiseur parce que ma prof de yoga m'avait dit, vas-y, va voir ce monsieur, il est génial. J'y vais, je rentre dans son bureau, il me connaissait pas du tout, vraiment pas. Et il me dit, oh, vous avez de vieilles mains. Merci. C'est ça. Et je lui dis, bah oui, comment vous le savez? Et il n'a pas vu mes mains parce que j'avais mes mains sous le bureau, enfin vraiment, je lui ai pas montré mes mains. Et je lui dis, bah oui, comment vous le savez? Et en fait, je suis née avec des mains comme si je sortais du bain. Ah oui, c'est vrai. Elles sont très marquées. Mais c'est incroyable. Des centaines alors que tu es fraîche comme la rosée du matin. Non mais alors c'est marrant parce que c'est à l'intérieur de tes mains, c'est pas le dessus. C'est-à-dire que si on voit le dessus de tes mains, c'est un dessus normal de ton âge jeune. Et l'intérieur, effectivement, on a l'impression que t'as beaucoup de vécu, quoi. Incroyable. Et ce monsieur qui n'avait pas du tout vu mes mains me dit
oh, vous avez de vieilles mains. Donc moi, je sors mes mains, je lui dis, mais oui, regardez, vous avez raison, bravo, enfin voilà mes mains. Et il me dit, non, non, mais je veux pas voir vos mains, je veux pas dire que vous avez des mains de mamie, non, 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 je veux pas dire ça. Je veux dire que vous avez un vieux pouvoir de guérisseuse dans vos mains. Vous ne l'avez pas encore reçu, mais c'est pour bientôt. Un jour, vous verrez, vous reviendrez me voir et vous me direz, vous aviez raison, je fais autre chose avec mes mains. Et là, t'as quel âge à ce moment-là? Là, c'est juste avant, quelques temps avant de tomber enceinte. D'accord. Je vois ce monsieur je tombe enceinte en février 2019 et je vois ce monsieur en mars 2018. Et je le vois et je lui avais parlé que j'avais peur de la maternité parce que j'avais peur d'avoir un bébé qui serait peut-être en mauvaise santé, tout ça, comment je pourrais gérer tout ça. Voilà. J'avais plein de peur en fait sur la maternité. Et ce monsieur, au moment de partir, il me regarde et il me dit, je ne sais pas qui va venir vous voir, mais faites-lui confiance. Et je ne sais pas ce que ce monsieur a réveillé en moi. 15 jours après, j'étais dans ma chambre en train de plier du linge, donc vraiment pas dans un état de méditation poussé. Et là, je vois une boule de lumière arriver dans ma chambre. Et je bug total et je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et dans cette boule de lumière, il y avait une tête de bébé. Un peu comme dans les Teletubbies, dans le soleil. Ah oui, avec le d'accord. bébé. Vraiment un peu comme ça. Je vois ce bébé et qui me parle, qui me dit bonjour. Et moi, je bug. Je me dis, mais je suis en train de rêver ou quoi? Et je lui dis, mais vous êtes qui va? Et ce bébé me dit, ben, je suis ton enfant. Et donc voilà, donc en mars, j'ai cette première apparition, sauf qu'en fait, elle n'est jamais partie, cette petite âme. Et dès que je fermais les yeux le soir en m'endormant, je la voyais. Ah, c'est pas vrai. Et ensuite, en septembre d'après, j'ai décidé avec mon mari, on a décidé d'essayer d'avoir ce bébé. Et moi, je pensais que j'allais tomber enceinte tout de suite, parce que je me disais, bah, en fait, l'âme, elle est là. Oui. Donc en fait, du coup, ça va forcément arriver tout de suite. Et en fait, non, elle est arrivée 6 mois après. Donc c'était un peu déroutant pour moi, parce que je fermais les yeux, elle était là. Mais en fait, les âmes, elles savent exactement quand elles doivent s'incarner, quand elles doivent venir. Et si elles ne doivent pas venir en septembre et qu'elles doivent venir en février, parce que c'est mieux pour elles, bah, c'est elle qui choisit aussi. Quand ma fille s'est incarnée, ça a été extrêmement puissant parce que c'est une âme assez puissante. Et pendant 3 mois, j'ai beaucoup vomi. Beaucoup vomi. Et en fait, quand je demandais, non mais pourquoi je vomis autant? Enfin, c'est trop bizarre. Et elle disait, ah non, mais il faut nettoyer, hein. Faut nettoyer là, faut nettoyer le corps, faut tout nettoyer. Donc les vomissements étaient une forme de nettoyage. Ah, parce que enceinte, tu entendais encore l'âme te parler. Ah oui, ben encore plus. Du coup, enceinte. Mais c'est pas vrai, mais c'est voilà. génial. Mais tu l'entends comme une voix ou tu l'entends comme une voix, un... comme quelqu'un qui te parle, Oui. mais dans ta tête. Comme une pensée, mais comme une voix. Ouais. Et donc ma fille me disait, non mais là il faut nettoyer tout ça. Et j'étais là, mais comment ça, faut nettoyer? Mais je suis quand même pas si sale que ça. Moi j'étais là, non mais j'en peux plus, je suis propre là. Non, mais cet enfant est hilarant quand même. Oui, c'est vraiment un phénomène. J'ai une petite fille qui est une fille là, qui est vraiment un phénomène. Et à partir de mon 4e mois, plus du tout de nausées. Donc ça s'est arrêté. Et là, une sorte de connexion. Et en fait, c'était tellement magique que j'ai vécu, mais jusqu'à la fin de ma grossesse, quelque chose de complètement un peu extatique, quoi. Je me suis jamais sentie aussi belle que pendant ma grossesse ou aussi heureuse. J'étais dans quelque chose de complètement euphorique. Et à 4 mois, je sens qu'il faut que j'accouche sans péridurale. Je commence à lire des bouquins sur la grossesse, sur les accouchements naturels. Et j'ai tout ce qui était possible, je crois que je l'ai fait. Chambre prénatale, aptonomie, cours d'accouchement, je crois que j'ai absolument fait tout ce qui existe à Paris. Oui, j'ai accouché au Bleuet. Et du coup, quand j'ai eu mes contractions, mais moi j'étais dans un état de folie et un état de joie, de me dire, mais en fait, ça y est, je vais vivre. Je vais le vivre. Ça fait des mois que je prépare ce moment d'accouchement. Ça y est, je vais le vivre. Donc T'avais pas du tout peur? Ah non, mais j'avais zéro peur. Ah ouais. J'étais zéro peur. J'étais juste dans une joie. Mon mari me dit, bon, alors, on va prendre un taxi. Et moi, j'étais là. Ah non, on va y aller à pied. Donc j'habitais à 40 minutes à pied. Et donc moi j'adore la pluie. Et j'adore la pluie à Paris. Je trouve ça hyper tu es romantique. bien la seule. Oui, je sais.
Je suis fan de la pluie à Paris, je trouve ça tellement beau et tellement romantique. Et j'étais là, oh, mais en plus il pleut. C'était 4h du mat. Mais en plus il pleut. Mais ça va être incroyable. C'était quelle époque de l'année? On était le 21 octobre. Oh mon Dieu, en plus il faisait froid. Ouais, c'est ça. Il faisait froid, j'étais là, et je lui dis, prends la valise, vas-y. Donc j'avais déjà des contractions commençaient un petit peu à piquer, mais bon voilà. Donc là, il y a ton mec qui te suit. Mon mari qui me suit avec la valise roulante, sous la pluie, en train de te tenir le parapluie, et toi en train de marcher avec des contractions. Voilà. Et t'avais perdu les os en plus. J'avais perdu les os. Donc tu n'étais qu'aquatique, quoi. Ah oui, carrément. Entre la pluie. C'est ça, exactement. J'ai géré avec mon mari pendant une dizaine d'heures les contractions, on a géré tous les deux. Oh. Et donc voilà, et au bout de ce moment-là, après, quand vraiment j'en pouvais plus, je suis remontée là-haut et j'ai été dans la baignoire, pas pour accoucher, mais dans la baignoire. Pour ton travail. Voilà. Vraiment, j'ai pu le faire, je pense, parce que mon mari était là avec moi à 10 000% et qu'on avait été vraiment formés avant. Et en autonomie, on nous avait dit, vous êtes avec votre douleur et votre mari est avec le bébé. Il y a des sortes de massages au niveau des jambes, au niveau du ventre. Il parlait au bébé en disant, on est avec toi. Et moi, je me concentrais sur gérer chaque vague de douleur. Et là, je sens que je suis en phase de désespérance. Tu sais, à 8 cm. Oui. Je le sais, je le sens parce que je suis en train de péter un boulon. Et j'en peux plus. Ça fait 13 heures que je souffre et j'y arrive plus. Et là, je dis à mon mari, ok chérie, je suis en phase de désespérance. Il faut que tu appelles la sage-femme parce que je sens qu'elle est là. Je vais accoucher. La dame arrive et dit, bravo madame, vous êtes à 4 cm. Mais non. Et là, je te jure, j'étais là. Non, c'est une blague. Et mon mari m'a regardé, il a vu ma tête. J'étais là. Et je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit, je veux une péridurale. Ouais. Et donc en fait, mon mari va pour aller chercher la sage-femme qui dit, ok madame, pas de souci, dans un quart d'heure, la péridurale arrive. Je sors de l'eau. Mon mari me sort de l'eau. Je tombe à terre. Mon mari me rattrape. J'ai glissé en fait tellement de la douleur parce que j'ai eu une contraction hyper forte. Tu sais, quand tu sors de l'eau, t'as encore plus mal. Ben oui. Et là, vraiment, j'ai hurlé, mais j'ai hurlé ma vie parce qu'en fait, je sentais que mon bébé était en train de pousser et qu'il allait naître. Donc je comprenais pas ce qu'on me disait. Et oui, parce qu'on t'a dit, t'es à 4, donc t'es loin de la poussée. Et moi, je disais, non, sentais que ça poussait. Je connais mon corps. Je sais que c'est maintenant, en fait. Là, elle va sortir maintenant. Et donc, le temps qu'ils arrivent, en fait, j'avais raison. J'étais bien à 8 parce qu'en 5 minutes, je suis passée à 10. Donc je pense que tu sais, la sage-femme m'a dit que quand on est dans l'eau, parfois on sculpte, c'est pas forcément facile de sculpter, ou alors peut-être que je suis vraiment passée de 4 à 10 en 2 secondes, mais bon, quand même, voilà. Et donc là, j'ai senti que mon bébé tombait. En fait, littéralement, qu'il était en train de tomber de toi. De moi. Ouais. Et du coup, j'ai eu un réflexe improbable. Il y avait une poubelle dans la chambre. Il y avait une poubelle dans la chambre. Mais oui. Dans la chambre d'accouchement. Et en fait, là, t'as 4 pattes par terre. Ouais, je suis à 4 pattes par terre. Mon mari est en train de hurler. Et bien sûr, tout l'étage m'entendait, tu vois. Et en fait, j'ai cru qu'elle allait tomber. Et donc, j'ai pris une poubelle parce que, tu vois. Et en fait, il y a juste du liquide qui est tombé. Mais ça m'a arraché un cri. Que tous les sages-femmes, les médecins sont arrivés de tout l'étage. Ils m'ont attrapé, ils m'ont mis sur le brancard, enfin le lit, la table d'accouchement. Ils m'ont dit, ok madame, vous êtes à 10, alors là il va falloir pousser. Et j'étais là, je vous l'avais dit. Bah oui. Je vous l'avais dit. Ah ouais. Et donc, truc de fou quoi. Et en fait, j'ai poussé pendant 45 minutes. Ah quand même. Ce qui est très long. Et au bout de... Je pense, au bout à peu près de 45 minutes. C'est long, hein. Ouais. J'ai eu un état... J'avais tellement donné, j'étais tellement allée loin dans le dépassement de moi. J'ai eu un moment où, si tu veux, j'ai lâché. En fait, j'ai cru que j'allais mourir. Tu vois, c'est-à-dire que j'étais tellement allée loin dans ma douleur que je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je peux pas aller plus loin que ça. Et j'ai vu que j'allais mourir. Tu vois, je me suis dit, je peux pas aller plus loin que ça. Tu peux pas aller plus loin parce que tu étais épuisée et que tu souffrais. Ouais. Ouais, t'étais dans le cercle de feu de l'enfer. C'est ça, j'étais dans le cercle de feu de l'enfer. Exactement. Et du coup, je sais que je peux plus. Tu vois, et tu sentais que t'allais perdre connaissance ou que... Voilà, je sens... T'allais partir, quoi. Je sens que je vais partir, je sens que je peux pas... En fait, je vais pas y arriver. Et parce que je suis allée au bout de ce que je pouvais donner. Et là,
il s'est passé un truc, c'est que je suis sortie de mon corps. Donc je suis sortie de mon corps. J'étais au bord tu vois, au bord de la mort juste avant, en mode non, mais en fait je ne vais jamais y arriver. Je sors de mon corps, j'entends plus rien. Je sors de mon corps et je me retrouve dans les étoiles. D'accord. Mais c'est la sortie de corps où tu vois ton corps. Ouais. Tu vois la scène. Je vois pas la scène. Non. Là, tu pars je suis de dans toi. mon corps. Tu pars loin. Exactement. Et il y a comme une sorte de blackout, de trou noir. Et d'un seul coup, je suis plus dans mon corps. Mais je suis consciente et je sais que je suis dans les étoiles. Tu vois, donc je me vois. On appelle ça une décorporation. Je suis plus du tout dans mon corps. Tac, et je suis dans les étoiles. Et là, j'attends dans les étoiles. Je suis dans l'univers. Et là, je perçois un truc incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière. Et je me dis, et pourtant il fait nuit. Et je sens que je suis bien. Donc j'ai plus de corps. Je suis plus que mon âme. Et du coup, tu n'es plus dans la souffrance. Oui. Ouais. Donc je suis plus du tout dans la souffrance et je suis dans la paix. J'ai eu l'impression d'attendre à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Ah oui, c'était long. C'était long quand même. Ouais, 1 heure, 1 heure et demie. Alors pardon. Ouais. À ce moment-là, tu te dis rien ou tu te dis potentiellement je suis morte mais je suis bien. Ouais, je me dis ça. Ouais. D'accord. Et tu dis donc j'attends. Je reste j'ai là. aucune inquiétude. Je reste là et je contemple. En fait, je suis dans une forme d'émerveillement. C'est-à-dire que je suis là-haut et je me dis... Tu vois, je suis en train de me dire, mais comment ça se fait qu'il y a autant de lumière alors qu'il fait nuit? Tu vois, je me pose des questions, genre, vraiment, mais rien à faire de ce qui se passe en bas. Genre, vraiment, pas dans mon corps. Non, je suis plus du tout là. Je suis dans un état complètement d'émerveillement. Et au bout d'un moment, je vois quelqu'un venir devant moi et je vois que cette personne, c'est le Christ. Okay. Donc je vois Jésus devant moi. Et là, je me dis, mais... Et là, encore une fois, question improbable qui me vient, je me dis, oh, mais comment il fait pour être aussi grand que tout l'univers? C'est-à-dire que je vois Jésus devant moi comme je te vois, dans une image humaine, à peu près de taille humaine, mais il prenait tout l'univers. Okay. Et ça, j'arrive pas à l'expliquer avec des mots terrestres, humains, parce que c'est vraiment difficile à expliquer. Il prenait tout l'univers, à la fois il était de taille humaine. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui. Ouais. Il me demande, qu'est-ce que je fais là? Et je lui dis, je lui raconte ma life, et je lui dis, alors en fait, je suis en train de faire naître ma fille, en fait ça se passe pas très bien, en fait j'en peux plus, en fait moi je vais rester avec toi. Parce que, en fait, ici, c'est mieux. Parce qu'en bas, en bas, c'est non, trop de douleur. Non, mais moi, je reste là. Moi, je ne redescends pas dans mon corps. Genre, trop de souffrance. Et là, donc, je lui explique ma life. Et là, il me regarde. Et c'est ça qui m'a changé à vie. C'est son regard. C'est-à-dire qu'il m'a regardé avec des yeux, avec un regard d'amour. Et de... C'était de l'amour, mais on peut même pas... Ça n'existe pas. Sur Terre, j'ai jamais vu ça. Un amour tellement immense et tellement de compassion et de tendresse aussi. C'était tellement incroyable. Et ce regard m'a changé la vie. En fait, m'a transpercé. Il m'a regardé. Il m'a dit, très bien, je t'accueille. Il avait les bras un peu croisés. Il a ouvert les bras. Et là, j'ai mon âme qui l'a traversé. Donc, je suis passée à travers lui. Et je l'ai traversé, et donc moi je me dis vraiment sans crainte, quoi, vraiment, voilà. Et au moment de le traverser, je retombe dans mon corps. Ah! Et là, je me réveille, enfin j'ouvre les yeux, je me rends compte qu'il s'est passé peut-être 4 secondes, alors que moi j'ai l'impression que ça faisait 1 heure et demie que j'étais là-haut. Et là, j'entends les sages-femmes me dire, Madame, vous allez pas bien du tout. Si dans 5 minutes elle n'est pas sortie, là j'appelle le médecin. Et là, je suis revenue à moi, avec une force, une puissance et une énergie. C'est comme si avant j'étais morte, j'avais traversé la mort en fait, et je suis revenue, ou la vie, et je suis revenue en vie. Et je reviens à moi, et là je leur dis, non, c'est bon, vous inquiétez pas, elle va sortir. Et là je ne l'explique pas. J'ai une puissance, une force pour pousser une dernière fois, un truc qui s'est fait tout seul. J'ai poussé, mon bébé est sorti, c'est moi qui ai attrapé mon bébé. J'ai attrapé mon bébé, je l'ai posé sur moi, je l'ai mis sur mon, sur mon torse. Je l'ai regardé, j'ai vu ma fille, et là je me dis,
en fait, on se connaît déjà. C'était elle, en fait. C'était incroyable. Oui, c'est incroyable. C'était vraiment elle. On se connaissait déjà. Et là, j'ai eu une telle force, une telle puissance que vraiment, je pensais que j'aurais jamais. Et j'ai pu lui chanter la chanson d'accueil que je lui ai chantée toute ma grossesse, que j'avais apprise en championnat. T'as eu la force de chanter juste après avoir... Juste après. J'ai attrapé mon bébé, je l'ai posé sur moi et je lui ai chanté. Je me suis mise à chanter et je lui ai chanté sa chanson d'accueil pour lui dire bienvenue sur cette terre, que je lui ai chanté toute la grossesse. Et j'ai eu une force et une puissance, mais dingue. Enfin, j'étais revenue à la vie. Et j'ai baigné là-dedans pendant 2 heures. Et après, c'était d'une violence, le retour à moi, parce que je me rappelais plus du tout ce qui s'était passé. Ah oui. J'étais dans un état un peu de choc, de la douleur et du corps, en fait, que j'avais encore mal dans le corps. Et là, je dis à mon mari, chérie, je crois que j'ai vu Jésus hier, enfin tout à l'heure. Et mon mari me dit, oui, mon amour, mais tu sais, vu dans l'état que t'étais, si tu me dis que t'as vu Johnny, je te crois, t'inquiète pas. Johnny. Bah, tu vois, il me disait oui, il savait pas quoi me dire, quoi. Et 3 semaines après, j'étais dans mon lit, chez moi, en train d'allaiter mon bébé. Et là, je revis tout. Je me rappelle de tout. J'ai revécu tout mon accouchement, je me suis rappelée de tout dans les détails. C'était là, mais c'était un peu flou. Et tout oui, c'est-à-dire que tu as eu un moment de grâce et puis après, tu étais un peu dans le choc post-traumatique quand même. Ouais, voilà, exactement. Avec une espèce de brouillard mental pendant plusieurs semaines, quoi. Ouais, c'est ça. Et tout à coup, tu as revu tout ce qui s'était passé. Et ton mari, lui, il a vécu comment cet accouchement difficile ? Bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a énormément soudé le couple, cet accouchement. Parce que quand on l'a... Moi, je disais souvent, on a accouché, en fait. Parce que, en fait, on l'a fait vraiment à 3. Oui, il a été très participatif. Il a été vraiment... Et moi, je dis toujours, j'aurais jamais pu le faire sans lui. Je pense pas. Ouais. Ou en tout cas, ça n'aurait pas valu le coup de le vivre comme ça s'il n'avait pas été là. Et je pensais que ça allait vraiment me dire oui, c'est incroyable, quand je vais accoucher en péridurale, ça va me relier à toutes les femmes du monde qui ont accouché comme ça. Je pensais vraiment que ça allait nourrir quelque chose dans mon féminin. Et en fait, ça a nourri, là où je l'attendais pas forcément, ça a nourri le couple. C'est-à-dire que quand on a traversé ça ensemble, une fois dans sa vie, bah, en fait, on a... Enfin, c'est pas qu'on a tout vécu ensemble, mais presque, quoi. Enfin, quelque chose de tellement incroyable. Et donc, lui, il a... Quand je lui demande, il dit qu'il a plutôt bien vécu et qu'il était quand même content d'avoir pu le vivre avec moi, en fait. Parce qu'on l'a vraiment vécu à 2. Ah, bien sûr. Et il a eu peur pour toi parce que... Non, je pense pas. Mais je pense que ça l'a aidé de pouvoir savoir quoi faire, en fait. On avait tellement en autonomie été formés qu'à tout moment, il savait quoi faire. Et donc voilà. Et c'est tellement incroyable ce que j'ai vécu. Mais qui va me croire ? Et donc, je l'ai très peu raconté au tout début. Et du coup, je l'ai beaucoup écrit parce que je me disais, il faut absolument que je l'écrive parce que j'avais peur de l'oublier. Et que ça soit comme un rêve, en fait, que ça n'ait jamais vraiment eu lieu. Et en fait, petit à petit, j'ai trouvé les gens sur mon chemin pour le raconter. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir le partager. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'étais sur Instagram, je scrolle et je suivais des sages-femmes, des doulas, tout ça. Et je tombe sur un article qui dit, d'une sage-femme, une doula, qui dit « La naissance te fragmentera ». Je rentre sur cet article, je le lis, il est toujours en ligne aujourd'hui, et je le lis, et là, je lis tout ce que j'ai vécu, mais à la miette près, étape par étape, c'est dans cet article. Extrait de l'article du 12 décembre 2019 de Karine, la créatrice de Quantique Mama et co-directrice de l'école Quantique. La naissance te fragmentera. Au sommet de la désespérance, quand même la femme la plus convaincue du monde doute de sa capacité d'y arriver, qu'elle pense qu'elle va mourir, que cette fois-ci elle n'y arrivera pas, et que d'un coup elle abdique, elle s'abandonne devant l'intensité plus grande qu'elle, c'est là qu'elle vit la fragmentation. Quand la femme s'est abandonnée dans le sommet du vortex,
qu'elle ne cherche plus de solution ni d'aide, qu'elle accepte de ne pas être sauvée par quiconque, qu'elle lâche prise devant l'intensité, au risque de sa vie, c'est là qu'elle vivra sa fragmentation. En s'abandonnant devant l'intensité, la femme rompt le lien qui l'attachait à elle-même et à tout ce qu'elle a été et connu d'elle jusqu'à présent dans sa vie. Alors, elle se fragmente et se décorpore. Une fois la barrière du corps physique fragmentée, la femme est propulsée dans la dimension de son inconscient, elle se décorpore de son corps et elle s'envole vers l'ailleurs où elle trouvera son bébé. C'est comparable à une expérience de mort imminente et il y a tout à parier que la glande pinéale de la femme qui enfante sécrète à ce moment même de la DMT. La DMT est une substance psychotrope qui expliquerait, selon certaines études, les témoignages similaires des personnes ayant vécu une mort imminente. La décorporation, la vision de sa propre existence, la lumière, la rencontre avec des entités spirituelles, un sentiment de béatitude et d'amour infini, l'impression du contact avec le divin. Toutes les femmes qui vous raconteront ce genre d'histoire vous diront aussi que peu de temps après, leur bébé est né par un réflexe d'éjection des plus puissants. Il ne faut surtout pas craindre la fragmentation de l'enfantement. À son retour du vortex, peu à peu, les morceaux reviennent ensemble pour former la nouvelle femme, la nouvelle mère qu'elle est devenue. C'est d'ailleurs quand on comprend à quel point la fragmentation est sécuritaire et souhaitable qu'on développe notre confiance inébranlable dans la capacité des femmes à enfanter leur bébé et le placenta qui vient avec. En d'autres mots, dans la capacité des femmes à enfanter l'humanité. Et du coup, le fait de lire cet article, ça t'a donné, ça t'a rassuré, tu Ça t'es m'a dit, rassurée. ouais, Je me suis dit, je suis pas je suis pas folle et Je suis pas folle déjà. et je ne suis pas seule. Et je ne suis pas seule. Ouais. À partir de là, tout s'est ouvert beaucoup en moi. J'ai la mémoire qui est revenue, petit à petit. Et du coup, c'est un peu violent au début, quand ça revient, parce que se rappeler de tout ou de beaucoup de choses de ce qui s'est passé avant, ou même juste avant de naître, où est-ce que tu es avant de naître? Oui. Qu'est-ce que c'est? Très bonne question. Voilà, je me rappelais de tout, de ma naissance à moi, quand je suis née, dans l'état de gestation, enfin, quand tu es dans le ventre de ta maman. Et ce qui était très compliqué, c'est qu'à l'époque, j'en parlais à personne. Et même mon mari n'était pas au courant de tout ça. Je lui en avais jamais trop parlé. Et du coup, c'est la solitude terrible. Parce que toi, tu vis ça et tu vis un truc extraordinaire et tu peux pas le dire. Bien sûr. Et est-ce que tu en as parlé avec ta mère, justement, qui est un peu ouverte à ces choses-là? Oui, alors ma mère est un peu ouverte à ces choses-là, mais elle en a vachement peur. Mais est-ce que tu es allée vérifier, par exemple, tes sensations, tes souvenirs revenus concernant ta vie in utero et ta naissance? T'es allée le vérifier auprès de ta mère? Je suis allée vérifier auprès de ma mère et il y a des choses que même elle avait oubliées. Waouh! Et elle me dit, mais oui, mais sur le coup, elle me dit, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et elle me dit, bah oui, t'as raison. Bah oui, j'avais complètement oublié ça. Incroyable. Et donc, j'ai vérifié plein de choses depuis. Et à partir de là, tu as eu la sensation que tes dons ont pris énormément de place suite à ton accouchement. Ça, ouais. Je l'ai jamais retrouvée la moi d'avant. Tu vois? C'est une autre personne qui est revenue. Bien sûr, c'est toujours moi, ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais c'est une autre femme qui est revenue. Ça t'a révélé? Moi, je dirais réveillée. C'est vrai que quand tu te réveilles, c'est que tu reviens à la vie et tu te dis, ah oui, ok, en fait, ce qu'on voit de la vie, c'est une toute petite partie de ce qui existe. Et quand tu te mets à percevoir d'autres formes de réalité, d'autres plans de réalité, tu te dis, ah oui, en fait, il n'y en a pas du tout que. Et le plus dur, c'est de s'assumer. C'est ça, j'allais dire, comment tu vis le fait de te sentir d'un coup différente? Bah, c'est très compliqué, hein. Ça m'a pris plusieurs années, je dirais que ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 bonnes années pour assumer et commencer à en parler à mes proches, ne serait-ce même qu'à mon mari, parce que c'est très compliqué quand même à entendre pour la plupart des gens. Et voilà, et je pense que ce qui m'a aidée, c'est de passer à travers les cheveux. Et du coup, c'est mes guides qui m'ont expliqué un jour, bon voilà, en fait, ils sont venus me voir et ils m'ont expliqué, voilà,
en fait, dans ton travail, il va falloir travailler différemment maintenant. On va t'expliquer des choses, donc il va falloir que tu appelles déjà ton site d'une autre façon. Donc c'est eux qui m'ont dit ça va s'appeler Coiffure Sacrée. À l'époque ça s'appelait Cut and Learn. Oui, en fait tout a beaucoup de choses ont changé à partir de ton accouchement. En fait, à un moment donné, je me suis rendu compte en touchant les cheveux de mes clientes, je touchais leurs cheveux et que j'avais tout de suite énormément d'informations. Et j'avais l'impression de sentir ce qu'elles pouvaient ressentir. Et donc au début, ça m'amusait. Je leur disais à mes clientes que je connaissais très bien, ah mais t'as eu un problème avec quelqu'un cette semaine parce que là je sens qu'il y a un truc. Et donc elles me disaient, ah bah oui, comment tu le sais, bah oui effectivement, là je traverse ça, ou donc voilà. Et donc du coup au début je m'amusais un petit peu à dire avec des copines ou des gens que je connaissais très bien, à regarder un peu. Et très très vite je me suis rendu compte que c'était quand même plus que ça, et qu'avec un petit peu de concentration j'arrivais à avoir beaucoup plus d'informations à travers le cheveu. Et donc la clairaudience est ouverte, c'est-à-dire que si je mets la main sur le cheveu, j'entends un son, et donc je perçois si le cheveu il vibre bien ou pas. Et après, souvent à la fin, je mets les mains sur leurs épaules, et là je vois tout le champ de l'aura de la personne, c'est ce que projette l'âme. Et donc là j'ai un peu... Là tu le vois en couleur, tu veux dire, tu le vois visuellement. Oui, je vois visuellement. Et donc je transmets les messages qu'on me demande de transmettre. Et comment ça se passe ta vie de maman avec cet enfant que tu avais rencontré avant, qui avait déjà sa personnalité? Oui, c'est là ça. Maintenant, Anna, elle a 4 ans, 4 ans et demi. Ouais, c'est ça, un peu plus de 4 ans. Elle a vraiment un caractère et un tempérament de petite chipie. Et c'est une coquinette en fait. Et elle est exactement comme quand elle était là. Non mais c'est bon, non, moi je veux pas de péridurale. Non, Et en fait elle est exactement pareille. Et Anna a aussi ses perceptions, beaucoup de perceptions. Et c'était aussi très flagrant chez elle, beaucoup avant ses 3 ans. Et là ça commence un petit peu à s'étioler un peu plus. Et voilà. Et aujourd'hui, elle jure que par les anges, elle dit qu'elle parle aux anges. Enfin, voilà. Oui, elle est très à l'aise avec ça. Elle est très à l'aise avec ça. Ouais. Y a pas de souci. Et ton mari, il est à l'aise ou pas? Un peu moins. Un peu moins. Non, il est quand même vachement moins à l'aise avec ça. Et cela dit, c'est parfois un petit peu aidant, parce que moi, ça m'aide aussi à rester bien les pieds sur terre et un peu dans... Oui, c'est bien qu'il y en ait un qui... Dans la terre. Et elle aussi, ça lui donne aussi... mais bon, il est quand même très, très ouvert à... Et alors, justement, ton mari, à quel moment tu as choisi d'en parler avec lui? Ça s'est fait petit à petit, un peu après la naissance d'Anna. Déjà, c'est une des premières personnes à qui j'ai raconté ce qui s'était passé pendant l'accouchement. Et ça s'est fait, on va dire, petit à petit. Mais avec beaucoup de douceur et beaucoup de pincettes de ma part. Parce que moi, j'ai toujours peur de choquer. Et je ne veux absolument pas convaincre les gens. Je veux juste dire ce que je vis et ce qui m'arrive. Mais du coup, pour lui, des fois, c'est encore un peu compliqué, cette forme de réalité. Mm-hmm. Ouais. Et donc, c'est ta fille, par exemple, donc, qui vous a choisi. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Je la connais de ma vie d'avant. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Et nos enfants, on les connaît toujours d'une autre vie. Ou au moins, ils connaissent un de ses 2 parents. C'est très, très, très rare d'avoir un enfant que tu ne connais pas d'une ancienne vie. C'est possible, mais en tout cas, moi je le vois pas souvent dans mon travail. C'est incroyable ça. Donc ton enfant, tu le connais, Et en fait, pourquoi on est dans un processus d'oubli? Parce que très souvent, ton enfant, si tu le retrouves dans cette vie, c'est que dans la vie d'avant, ça s'est pas forcément très bien passé. Ça peut, mais c'est... Ah, c'est pour régler quelque chose? Ah oui, tu retrouves... C'est le principe du karma, où tu retrouves tes enfants pour régler quelque chose. Et alors, est-ce que ça t'arrive parfois de te sentir
mère indigne à tes yeux ou aux yeux Oh là là. des autres? J'adore cette question. Oui, tout le temps. Oui, tout le temps. Oui, c'est fou parce que je suis quand même quelqu'un, je dirais, qui a plutôt confiance en moi dans ma vie. J'ai vraiment confiance en moi dans mon travail, plusieurs choses. On va dire, dans le droit de ma vie, j'ai confiance en moi, mais pas du tout dans ma maternité. Mais alors, pas du tout. Et je trouve la parentalité hyper difficile. Je m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Et en fait, j'ai l'impression d'être souvent en échec, en fait. Et ça, c'est difficile d'être... On a toujours l'impression qu'on pourrait faire mieux. Qu'on n'est pas suffisant. Oui, c'est clair. Et ce qui est le plus difficile pour moi, c'est que j'ai besoin d'énormément de temps pour moi. J'aime énormément travailler et j'aime énormément être avec mes clientes. Et souvent, je ne vois pas du tout. Mais j'en ai passé. Et là, j'ai dû réduire un peu mes journées pour aller chercher ma fille à l'école le soir. Et donc, je travaille moins. Et souvent, je me dis, ah bah mince, il faut que j'aille chercher mon enfant. Et des fois, la journée est passée tellement vite. Et je me dis, oh, je serais bien accueillie une ou deux clientes de plus. Et ça, c'est très compliqué pour moi parce que je me sens vraiment une mère indigne. Et aussi avec mon mari, parce qu'on est un couple très très proche, très complice. Et on aime énormément passer du temps tous les deux. Et en fait, une fois par semaine, une soirée par semaine, on n'est que tous les deux, tout ça. Et souvent, les vacances scolaires, on est tous les deux. Anna, elle est chez les grands-parents et nous, tous les deux. Alors, bien sûr, il y a plein de temps où on est avec notre enfant, quasiment tout le reste du temps. Oui, et t'arrives pas à te dire que pour ta fille, c'est quand même mieux d'avoir une mère épanouie, en plus épanouie dans son couple, épanouie dans son travail. Ouais. Et spirituellement aussi, tu t'es épanouie. C'est quand même, ça n'a pas de prix, quoi. L'enfant aussi n'est pas seul, quoi. Oui, Cette petite Queen Bee, elle est quand même pas abandonnée dans un coin avec une vieille nounou aigrie. Non, c'est clair. Ça a l'air d'aller quand même. Exactement. Mais je comprends. Ouais. Je comprends. Il y a des personnes qui vont découvrir avec ce podcast cette partie de moi maintenant. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille que tu m'envoies un message pour me proposer, j'étais avec mon mari et je lui disais mon rêve, ça serait d'être interviewée dans un podcast. Et mon mari me dit c'est pas très difficile de se faire interviewer dans un podcast, je connais des gens et tout ça. Et je lui dis non, mais j'envoie la demande à l'univers, on verra bien. Donc j'envoie la demande. J'ai reçu ta demande, voilà. Apparemment. Et le lendemain à 18h, tu m'envoies ce message pour me demander si j'étais OK de partager cette histoire, mon histoire. Et là, je ris bien intérieurement et je me dis ils sont très forts, ils l'ont envoyé en moins de 24 heures. C'est mieux que le recommander. C'est clair. Et du coup, moi j'ai l'impression, en te racontant ça, d'avoir un peu accouché de cette histoire aussi. Ah, c'est beau. Je suis ravie d'avoir participé à ton accouchement. Très bien, merci. C'est la première fois. Oui, c'est ça. Je vais peut-être devenir doula, je sais pas. Ah là là. Doula de podcast. Doula de révélation. Ouais, c'est clair. Écoute, je suis ravie d'être ta doula. C'était un honneur. Merci à Elodie de Coiffure Sacrée que vous pouvez retrouver sur son site coiffuresacrée.com ou sur ses réseaux sociaux. Un grand merci à vous, auditrices, pour votre écoute, votre soutien et votre curiosité. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à nous écrire par mail si vous souhaitez témoigner sur l'adresse mail lesmèresindignées@gmail.com ou sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode.